Bonjour, alors je m'appelle Philippe Gaudin, moi je suis philosophe de formation et donc je travaille dans un institut de l'école pratique des hautes études. Alors l'école pratique des hautes études, c'est comme une université, mais où on se spécialise un peu dans le domaine de la recherche et pour former des chercheurs. Et puis il y a une section dite des sciences religieuses. Et c'est la raison pour laquelle a été créé cet institut dans lequel je travaille, qui est l'Institut européen en sciences des religions. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion peut être l'objet d'une étude scientifique au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il y a des historiens, des anthropologues, des sociologues, des philosophes, et qui essayent de comprendre la diversité, la profondeur, l'épaisseur du phénomène religieux. Et donc voilà, l'Institut dans lequel je travaille a pour mission, je dirais, de valoriser la recherche qui est très intense dans ce domaine-là, et puis aussi de faire des formations, pas simplement sur les religions, mais aussi sur la laïcité, qui est, je dirais, un socle à la fois juridique, philosophique et politique, qui est celui de notre République. Voilà, donc moi, ma spécialité, c'est laïcité et faits religieux. Alors, à vrai dire, on enseigne à l'école française le fait religieux depuis toujours. Simplement, on ne disait pas « attention, on enseigne le fait religieux ». Tout le monde sait bien que tous les élèves sont passionnés en sixième quand on aborde les Égyptiens, la religion égyptienne, le devenir des morts, que sais-je encore. On est en plein dans la religion quand on enseigne l'Égypte antique. Autrement dit, ça se fait depuis toujours, si j'ose dire. Voilà, prenez l'exemple de l'Égypte, on pourrait en prendre d'autres. Simplement, dans les années 80, cette question apparaît comme étant une question pédagogique et comme une question qui touche, je dirais même, la question de la mission de l'école. Mais je crois qu'on ne peut rien comprendre si on dissocie les questions proprement pédagogiques et proprement éducatives de l'environnement historique et politique dans lequel on se trouve. Moi, j'ai toujours coutume de dire qu'entre 1979 et 1989, tout change. Le XXe siècle disparaît de la carte pendant ces 10 années, c'est-à-dire un peu avant la fin du XXe siècle. 79, vous vous en souvenez, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. 79, l'ayatollah Khomeini rentre victorieux à Téhéran, et donc l'Iran ouvre une période de république islamique. 79, il y a un attentat très important à la mosquée de la Mecque. 1989, les soviétiques quittent l'Afghanistan en situation d'échec militaire et politique. Et 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Donc fondamentalement, le XXe siècle change profondément. Et quand on regarde tous les coins du globe, on se rend compte non pas que la religion revient, car cette expression induit en erreur. Parce que quand on dit qu'il y a un retour du religieux ou que la religion revient, on s'imagine que ce qui revient, c'est la même chose que ce qui était parti ou ce que l'on a quitté. Donc la religion ne revient pas, mais la religion se recompose, apparaît sous un jour inédit, tout à fait contemporain. Et ce qui est nouveau, c'est que le religieux se réinvite dans la dimension du politique. Et on le constate partout. Prenons le cas de l'Union soviétique, on voit bien que l'identité orthodoxe va jouer un rôle très important dans la réapparition de la Russie. Prenons le cas d'Israël, on voit tout de suite que la question religieuse prend une importance qu'elle n'avait pas par rapport au sionisme des origines. Prenez le cas de l'Inde, le parti hindou actuellement
au pouvoir naît au début des années 80. En Amérique, Reagan, la révolution conservatrice, avec là aussi un substrat probablement lié au protestantisme évangélique. Le pape Jean-Paul II, polonais, qui vient donc d'un pays qui a été longtemps socialiste avec un athéisme officiel, pense à une reconquête catholique de l'Europe et bien évidemment le phénomène massif de l'islamisme politique. Si on ne comprend pas que tout change et tout se bouleverse pendant ces 10 années, on ne comprend pas le lien avec les bouleversements que nous vivons, cette fois-ci au niveau national en France, dans les années 80. La gauche arrive au pouvoir, mais paradoxalement abandonne les fondamentaux de la pensée marxiste, sans le dire peut-être d'une manière très explicite. Et pour ce qui nous préoccupe, l'éducation nationale va profondément changer. Et elle va profondément changer de deux manières. On dit dans les milieux de l'éducation nationale qu'il y a eu les 10 glorieuses. Les 10 glorieuses, c'est-à-dire que grosso modo, entre 1985 et 1995, il y a une montée en puissance considérable, tout simplement, du nombre des élèves, avec cet objectif à la fois noble et nécessaire, de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Donc le système éducatif a une montée en charge démographique considérable à ce moment-là. Mais les changements quantitatifs induisent des changements qualitatifs qui n'ont peut-être pas été tout à fait pris en compte sur le plan de la mission de l'école. Et les années 80, nous le savons bien, c'est le moment où, en France, l'immigration est une immigration qui cesse d'être simplement une immigration de travail pour être une migration d'installation. Et nous savons bien aussi que, en France, effectivement, une bonne part de l'immigration est issue de pays qui sont de culture musulmane. Autrement dit, l'école de la République a tout d'un coup beaucoup plus d'élèves et tout d'un coup, l'origine à la fois sociale et culturelle des élèves change. Et je ne suis pas certain qu'on ait pris tout à fait la mesure de ces problèmes, ou plutôt, on a senti que ces questions allaient se poser, et nous aurons l'occasion d'en parler en parlant des rapports qui ont été rendus pendant les années 80. Je ne suis pas certain qu'on ait toujours pris la mesure de ce que ces rapports disaient. Alors, en effet, il y a des rapports publics sur cette question donc, de l'enseignement des faits religieux. Et le rapport mythique sur cette question, celui qui a fait date, c'est le rapport effectivement rendu par Philippe Joutard en 1989, sur lequel nous reviendrons. Mais avant de parler de ce rapport Joutard, mes propres recherches m'ont conduit à prendre en considération deux autres rapports qui, eux, ont été rendus en 1985. Un grand rapport général avait été commandé par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, au Collège de France, sur l'avenir de l'enseignement. Et quand on consulte effectivement ce rapport, il y a déjà, je dirais, le souci de préserver à la fois l'universalité du savoir et de la science, et en même temps la particularité et la diversité des cultures. Et il est remarquable de lire dans la synthèse de ce rapport que les progrès de la connaissance nous obligent d'ouvrir, je dirais, la compréhension, c'est pas je dirais, mais c'est dans le rapport, la compréhension et des cultures et des religions dans leur cohérence interne et dans les conditions historiques et sociales de leur production. Donc ce souci s'exprime dans ce rapport très général rendu par le Collège de France. 1985, Jacques Berck rend un rapport au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, dont le titre est « L'immigration à l'école de la République ». Et ce rapport, justement, veut comprendre et prendre en compte les conséquences de ce changement
qualitatif des élèves de l'école de la République sur le plan de leurs origines culturelles et religieuses, et notamment de jeunes issus de familles qui viennent du monde arabo-musulman. Et on ne peut pas rentrer dans le détail du rapport, mais je retiendrai quand même une phrase que j'estime quasiment prophétique, à savoir que Jacques Berck écrit « Notre unité, c'est-à-dire notre unité politique, au sens le plus noble et le plus profond du terme, notre unité politique dépendra de la place que nous aurons su ménager, en quelque sorte, à ces représentants issus d'un monde différent. » Et quand vous regardez cette phrase et que vous la tirez de l'ensemble de son contexte, on comprend tout de suite que, malheureusement, si j'ose dire, on peut lui donner une interprétation d'extrême gauche et une interprétation d'extrême droite. Je veux dire par là qu'à l'extrême gauche, on dira toujours « si nous avons des difficultés, c'est parce que la France est toujours colonialiste, raciste, discriminatoire, et c'est la raison pour laquelle l'intégration se fait mal de jeunes issus du monde arabo-musulman. » Et à l'extrême droite, on dira toujours « mais ces gens-là sont beaucoup trop différents pour qu'une intégration soit possible ». Et malheureusement, j'ai bien peur que ces deux interprétations symétriques ont dans une certaine mesure paralysé notre manière de penser et notre façon d'agir. Donc, dès le milieu des années 80, on prend conscience du fait qu'il y a là des enjeux. Tout ne se ramène pas à la question culturelle et religieuse, mais si on ne la prend pas en considération, on va au-devant de graves difficultés. Ces difficultés sont sans doute en voie de résorption, mais difficile de nier que les difficultés ne se soient pas manifestées. En 89, Philippe Joutard est professeur d'histoire. Il deviendra recteur l'année d'après. Et donc, Philippe Joutard va faire partie d'une équipe qui va décliner les recommandations du rapport général du Collège de France sur l'avenir de l'enseignement. Il est historien, il est plus en charge des questions qui touchent grosso modo les sciences humaines et sociales. Et que dira ce sous-rapport dans un rapport plus général pour décliner les conséquences du rapport du Collège de France, cette fois-ci rapport rendu à Lionel Jospin, qui était à ce moment-là, je crois, le ministre de l'Éducation nationale. Ce rapport dit, en 89, notre école a 3 lacunes fondamentales: l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire des arts et l'histoire des religions. C'est le mot « histoire » qui est employé et qui suggère déjà les justifications de cet enseignement d'histoire des religions, pour reprendre le terme qu'il emploie, à savoir tout simplement comprendre le passé. Nous avons vu à quel point il fallait aussi avoir recours à ces outils intellectuels pour comprendre le présent, et puis aussi partager, je dirais, l'intelligence politique qu'il nous faut construire compte tenu du fait que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés pluriculturelles et plurireligieuses. Ensuite, il y eut des colloques, des séminaires, etc. Mais je crois que le rapport qui fait date après celui de Joutard, c'est celui de Régis Debray, donc l'enseignement du fait religieux à l'école laïque, rendu donc en 2001. Et pour le résumer d'un mot, la formule qui touche, la formule, je crois, la plus explicite de ce rapport, c'est le fait de passer d'une laïcité d'abstention à une laïcité d'intelligence. Donc l'abstention, c'est le fait de dire à l'école laïque, nous sommes laïcs, donc nous n'avons rien à dire sur le fait religieux, et donc nous n'en parlons jamais. Alors qu'au contraire, puisque cette question-là est là bien présente, il faut en parler, avoir une laïcité d'intelligence, donc comprendre le phénomène religieux. Moi, j'irais jusqu'à dire une laïcité intelligente, et le beau mot d'intelligence en français ne renvoie pas qu'à sa signification intellectuelle ou scientifique, mais aussi à sa signification relationnelle. Vivre en bonne intelligence avec ses voisins,
c'est avoir des relations qui sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on se confond avec eux, mais qu'on a des bonnes relations avec eux. C'est une question un peu embarrassante. Je crois qu'on peut vraiment dire oui et on peut dire non aussi. Et sans que ça fasse une moyenne tiédasse ou médiocre. Pourquoi oui? D'abord parce que ça fait longtemps maintenant, je crois, que les gens comprennent, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, quand on pose la question aux gens dans la rue, est-ce que ça serait utile que les faits religieux, dans le sens de la connaissance et non pas dans le sens de vouloir être pour ou contre la religion, est-ce que ça serait utile de l'enseigner à l'école? On a toujours une majorité de citoyens qui répondent oui. Et dans le corps enseignant aussi, je crois que tout le monde a compris cette nécessité pédagogique. Beaucoup d'initiatives ont été prises, il y a quand même beaucoup de formations qui sont données. L'Institut européen en sciences des religions a été créé spécifiquement sur cette question. Allez voir le site, il fait état de tous les travaux qui sont faits. Il y a d'autres instituts universitaires qui travaillent sur la question. Il y a des initiatives dans le monde associatif. Donc beaucoup de gens travaillent sur ces questions-là. Et je crois que tous les esprits, ont eu le temps de comprendre l'intérêt, la nécessité de cet enseignement. Alors, pourquoi non? Je dirais qu'il y a quand même une difficulté qui persiste ou qui demeure. Le choix français, qui a ses vertus, est d'enseigner les faits religieux dans le cadre des disciplines qui existent. Bon. Autrement dit, l'enseignement des faits religieux n'est pas une discipline en tant que telle ou à part, qui aurait été créée expressément pour cela, mais il n'y a pas non plus un programme spécifique, ni non plus un horaire dédié pour cet enseignement. Par exemple, pour l'enseignement moral et civique, eh bien, l'Éducation nationale a choisi de concevoir des programmes et un horaire, etc. Ce n'est pas le cas de l'enseignement des faits religieux. Autrement dit, la difficulté, la conséquence de cette situation, c'est qu'il y a d'une part disparité et d'autre part irrégularité. Pour ce qui concerne la disparité, je veux dire par là que, idéalement, toutes les disciplines devraient être concernées, alors qu'on constate que très peu de disciplines sont effectivement concernées. Idéalement, toutes les disciplines devraient être concernées. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, par exemple, que, après tout, si vous enseignez la physique ou si vous enseignez la biologie, eh bien, justement, il serait très intéressant d'expliquer aux élèves pourquoi ces sciences se constituent aussi dans l'histoire, et comment il y a une interaction entre religion et science à certains moments de l'histoire. L'affaire Galilée, l'affaire Darwin. Comment éclairer la façon dont les disciplines scientifiques se sont construites avec, pas toujours nécessairement contre, mais aussi contre la religion. L'éducation physique et sportive, il est bien évident que cette discipline engage le rapport au corps, le rapport à la pudeur, et là aussi, il y a une dimension où la culture, la religion, peut être une clé de compréhension pour mieux enseigner sa discipline. Les lettres, bien évidemment, la littérature est profondément influencée par l'expérience religieuse de l'humanité. Autrement dit, la plupart des disciplines devraient être concernées. Bon, de fait, ce sont surtout les historiens et aussi un petit peu les littéraires. Alors, les historiens, en général, essayent d'aborder le phénomène religieux dans, je dirais, sa globalité. Mais il y a toujours le risque d'un prisme réducteur. Donc, disparité dans le traitement via la pluralité des disciplines. Irrégularité, ça vient tout simplement du fait que comme il n'y a pas de programme dédié,
Eh bien, tout dépend des programmes qui, naturellement, changent et s'adaptent. Et selon la politique de ceux qui font les programmes, eh bien, on voit apparaître le fait religieux ou on le voit disparaître. Et par exemple, effectivement, sur la question religion et politique aux États-Unis au XXe siècle, quiconque connaît un tout petit peu l'histoire américaine, ne serait-ce qu'en songeant à Martin Luther King, comment ne pas voir l'incidence du religieux sur le politique? Eh bien, cette question va surgir pour les lycéens à un moment donné, et puis après, disparaître dans la nouvelle mouture du programme. Voilà. Et puis, irrégularité aussi de la présence du phénomène religieux dans les programmes, où on parlera, je dirais, du judaïsme antique, et puis tout d'un coup, on fera un grand saut pour parler des conséquences de l'affaire Dreyfus en France à l'aube du XXe siècle. Voilà. Autrement dit, disparité, irrégularité dans l'enseignement, mais aussi peut-être une difficulté liée à la formation, tout simplement parce que en France, les professeurs du secondaire, d'abord, ne sont pas obligés de suivre une formation continue, contrairement aux professeurs du primaire. Et puis, c'est tout à fait naturel, ils suivent des formations plus techniques liées strictement, justement, au nouveau programme de leur discipline lorsqu'ils changent. Autrement dit, techniquement, l'enseignement des faits religieux va apparaître comme étant une discipline transversale et qui ne sera pas toujours choisie d'une manière prioritaire. Autrement dit, si on considère qu'il y a un peu moins d'1 million d'enseignants dans l'éducation nationale française, essayez d'imaginer la proportion d'enseignants qui ont reçu une formation digne de ce nom et approfondie sur ces questions-là. Elle est très faible. Cela est vrai en formation continue, mais c'est également vrai en formation initiale. Encore une fois, malgré des efforts qui ont été faits à l'IUFM, par exemple, de Créteil, quand on parlait d'IUFM, ou à l'ESP de Paris aujourd'hui, je pense à eux, puisque l'IESR a beaucoup travaillé pour l'IUFM de Créteil, comme il travaille régulièrement avec l'ESP de Paris. Alors, comment améliorer la mise en œuvre de l'enseignement des faits religieux comme politique publique? Très sincèrement, je vais répondre en laissant cette question ouverte. Je veux dire par là que cette question, elle ressort véritablement d'une responsabilité politique. Ce n'est pas une question purement et simplement technique. Alors, j'espère l'avoir fait et je veux bien le refaire un petit peu. Ceux qui s'occupent plus particulièrement de cette question-là peuvent donner des éclairages, mais c'est une question politique d'éducation nationale, dont les conséquences sont évidemment aussi des questions pédagogiques. Comme le choix français, qui a ses vertus de contextualisation, comme on dit, d'enseigner les faits religieux dans le cadre des disciplines existantes, a été fait, me semble-t-il, et il n'y a aucune raison de penser que l'on revienne sur ce choix fondamental, il faut tirer les conséquences négatives de ce choix, c'est-à-dire le risque du saupoudrage. Et on l'a déjà vu, le risque de disparité et d'irrégularité dans le traitement de cette question-là. Autrement dit, la question est de savoir s'il est possible, et je pense que là où il y a une volonté, il y a un chemin, et là où on veut résoudre un problème, on trouve des solutions techniques et pédagogiques. La question est de savoir, c'est est-ce que l'on peut, est-ce que l'on veut vraiment, j'ai presque envie de dire, sanctuariser une dimension transdisciplinaire qui est celle des faits religieux. La sanctuariser dans les programmes, dans le plus de disciplines possible, d'une part, et d'autre part, dans la formation des enseignants en formation initiale
et en formation continue. Voilà ce qui, pour moi, est la réponse à la question: peut-on mieux enseigner, mieux mettre en œuvre cette politique publique ?